quand on s'intéresse à l'histoire de l'architecture, il faut distinguer les différentes périodes. Il faut pouvoir dire que telle partie fait partie du Moyen-Âge, une autre de la Renaissance, et que la troisième vient du XXe siècle. Donc à partir du moment où on fait une architecture contemporaine, je crois qu'il faut le revendiquer et bien affirmer qu'on appartient au XXe siècle. Il faut contraster, il faut faire un choc pour distinguer les époques, pour que le commun des mortels puisse dire que ça c'est contemporain, ça c'est du XXe et pas du XIXe. Je pense qu'on n'a plus le droit maintenant de faire de faux vieux. Moi, cette culture du passé, ça m'énerve. Je suis victime aussi, quoi. Mais au lycée, on nous apprend que... Enfin, on a une culture du 19e siècle. On a une culture des morts, quoi. Et les vivants, eux, ils créent. C'est à eux que vous devez donner la chance. C'est pas... Ouais. La musique contemporaine, par exemple, ça passe très mal. Vraiment que dans un milieu d'initiés. L'architecture, c'est la même chose. On a l'impression que c'est que pour un milieu d'initiés. Et en peinture, c'est encore différent. J'ai l'impression que c'est finalement... On s'est habitué aux vagues de provocation. Mais ce serait tellement bien qu'il y ait un accord entre l'architecte et le public, quoi. Et ce serait bien qu'on se comprenne. Ce serait bien... Une architecture, c'est toujours le résultat d'une bataille au niveau social. Et c'est vous qui devez la mener, ça fait partie du métier. Ou bien vous savez la mener et vous arrivez à un résultat, ou vous ne savez pas la mener et c'est votre faute. Hein. Si vous perdez, vous perdez. Parce qu'on ne fait pas l'architecture qu'avec un dessin, avec une idée, avec la passion. La moitié du temps, vous devez faire un projet, mais l'autre moitié du temps, vous devez le vendre. C'est un vilain mot, mais vous devez être capable de convaincre les gens de ce que vous pensez. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend. Et vous arrivez à convaincre les gens quand vous êtes convaincu vous-même. Livio Vacchini vit à Locarno, sur les bords du lac Majeur, dans une région réputée pour ses architectes. L'an passé, il a gagné le concours pour la construction des nouveaux locaux de l'école d'architecture de Nancy. Elle sera construite au bord du canal de la Marne-Rhin, sur des friches industrielles qui vont devenir un des nouveaux pôles du centre-ville de Nancy. Ce transfert prochain de l'école d'architecture du campus universitaire vers le centre-ville est un événement symbolique qui nous a donné l'idée de rencontrer les étudiants et les enseignants de l'école de Nancy pour associer leurs propos à la vie des habitants de la cité. La nonchalance qui habite une ville au début de l'été nous a permis de filmer l'architecture avec un œil bienveillant. Comment communiquer entre celui qui consomme, qui est donc condamné à consommer un bâtiment, qui passe à travers une rue, qui rentre dans un quartier, qui rentre dans un supermarché, qui, je ne sais pas, qui se trouve dans une gare. Mais comment communiquer avec celui-là? Comment susciter chez lui d'abord un plaisir de cet espace, et ensuite qu'il soit tellement pris par cet espace qu'un jour se pose la question, mais zut, pourquoi je suis bien là, ou pourquoi je suis mal? Mais je sais pas, on a le sentiment aussi d'être un peu incompris, quoi. C'est-à-dire mais ça, c'est aussi une grosse erreur. De se dire qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. Parce qu'il y a deux choses que les années 70 n'ont pas faites. Bon, en effet, il y avait le problème du temps. Il fallait construire vite, pas cher. Il y avait le problème aussi que les architectes ne voulaient plus travailler. Donc, ils ont laissé faire les choses par les bureaux d'études, etc. Donc, par la marche à suivre, par l'entreprise, par sa performance, etc. Donc, toutes ces dimensions-là ont commencé à leur échapper. Et ensuite, ils ne voulaient pas expliquer. Ils voulaient pas, ils ne pouvaient pas. Parce que c'est vrai que le vocabulaire des années 60 des architectes était extrêmement limité.
on voit tout ce qui s'est fait pendant les années 70, tout ça, 60, c'est pas... Des fois, on se rend compte qu'il y a eu des malaises, quoi. Quand on voit ces grandes barres, des vis-à-vis assez importants, des trucs comme ça, c'est les architectes. Ça vient d'eux. Quand on est entassé dans une... On reconnaît même pas sa porte, il y a pas de... Les gens se sentent pas vraiment chez eux, c'est pas... Il y a aucune... je sais pas, aucune identification, c'est un grand magma où il y a plein de monde et puis c'est tout. Mais c'était peut-être quelque chose à essayer. Malheureusement, c'est aux dépens de toutes les personnes qui vivent maintenant. C'est devenu des ghettos et puis voilà, quoi. C'est des gens qui n'ont pas assez réfléchi. Mais maintenant, je pense que ce genre d'erreur serait plus difficile à reproduire, bien qu'on en fasse encore. Ça se fait encore. Cela dit, c'est quand même des acquis importants quand on les compare à l'habitat d'entre-deux-guerres. Il était considéré comme un progrès de sortir des gens d'une ville dans laquelle il y avait peu de soleil, des cours humides, la tuberculose, etc., pour les mettre à la campagne. Donc le problème de cette dimension de la ville ancienne, cette dimension de la ville nouvelle, n'a pas été posé. On sort du modèle urbain vieux pour arriver dans un modèle urbain nouveau dans lequel les bâtiments sont sur des espaces très libres. Pour construire économique, il y avait deux approches. Soit on valorisait la construction individuelle, ça c'était un premier chemin, une première source de référence, et puis il y a un deuxième chemin où à l'individualisation, à la maison individuelle, même si elle prenait la forme de la maison individuelle empilée, on s'est orienté vers une approche beaucoup plus collective, et effectivement ça c'est la deuxième voie, c'est celle qui a donné entre autres toutes les UP, les bars et les tours, et là ça a généré une autre réponse formelle au problème de l'architecture, et en même temps je crois que c'était lié à une autre approche formelle de la manière de fabriquer. D'un côté, il y avait l'idée qu'on allait fabriquer en usine, et donc forcément en usine on ne peut pas faire un gros immeuble, en usine on va faire des petites choses qu'ensuite on pourra assembler, et puis de l'autre il y a l'idée qu'on allait industrialiser le chantier, c'est toute l'industrialisation lourde, le chemin de grue, et c'était cette fois sur place, sur le site, qu'on industrialisait. En fait, ce qu'on faisait, on reproduisait, on répétait la fabrication avec des banches, et c'est toute l'urbanisation du chemin de grue. Donc là, c'était le chemin de grue qui devenait l'élément déterminant et qui a largement contribué à définir et à donner son sens, en même temps un petit peu tous les errements qu'on connaît et qu'on mesure aujourd'hui, à ce type d'urbanisme et d'architecture. On ne pense qu'à la fonction stupide. On fait une route, on pense aux bagnoles. On fait un quartier d'habitation, on pense aux bars qu'on met dedans,
l'orientation, ou le soleil, ou je sais pas quoi, ou la longueur, la hauteur. On ne donne jamais espace à la beauté, à l'inutile, au vide. Can say, but you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm fooling in you. What my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my heart from my blow. I'm too misty and too much in love. C'est un peu bête de dire qu'on est investi d'une mission, quoi. C'est prétentieux même. Mais je pense qu'on a un rôle vraiment primordial, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut penser que des gens peuvent... qu'une architecture c'est quelque chose où l'on vit, où, enfin, c'est organique, donc... On pourrait citer des quantités de noms d'architectes qui ont fait vraiment œuvre de modernité, d'imagination à cette période. Ce qui a fait le désastre qu'on connaît, c'est ces chiffres dont on parlait tout à l'heure, des villes bâties pendant des siècles qui se sont multipliées par 3 en l'espace de 3 décennies. Il fallait beaucoup de savoir pour faire aussi bien que les siècles précédents. Ce savoir a fait défaut. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'on le maîtrise davantage. Ce que l'architecte doit apporter de neuf à son époque, où j'en sais rien exactement. Quand on voit ce qui s'est... Enfin, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est toujours quelque chose de différent. À chaque fois, ils apportent quelque chose de neuf. Mais je crois qu'à notre époque, maintenant, innover encore, ce serait faire un peu n'importe quoi. La situation actuelle, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est un peu une situation de chaos. On pourrait résumer les choses de cette façon, dire qu'il y a eu une très forte contestation
dans les années 70, de l'architecture réalisée dans les 3 décennies qui ont précédé. Et cette contestation s'est faite essentiellement au nom de l'histoire. Et on a eu une sorte de postmodernisme de qualité relativement médiocre, où quelques signes ont fabriqué l'histoire, des fausses colonnes, des chapiteaux, etc. Ensuite, il y a une réaction à ce postmodernisme, une sorte de redécouverte de la modernité, une redécouverte qui est très superficielle. Ce sont surtout les signes modernes. On fabrique des bâtiments avec des ailes d'avion, on fabrique une architecture pseudo-blanche, une architecture qui ressemble à celle des années 20, mais plutôt pour faire fonctionner des signes culturels que pour fabriquer véritablement l'architecture contemporaine. Donc le constat général serait plutôt pessimiste. On est dans une situation de très grand éclectisme, une architecture qui est souvent produite donc à partir de pacotilles, de signes, c'est de l'architecture de communication, mais il n'empêche qu'il existe aujourd'hui des quantités d'architectes qui continuent à inventer. Il y en a dans la région, autour de Nancy, il y en a au Tessin, il y en a à Bâle, Vacchini, à Locarno et un de ceux-là. Il y a des architectes qui inventent, mais bien souvent, ces architectes ne font plus école. Ils travaillent sur des voies solitaires. L'architecture n'est pas qu'une question de forme. Ce qui fabrique la ville, c'est surtout du sens. Et plus ce sens est dur à déchiffrer, plus il est complexe, plus il correspond à des pratiques, plus la ville est intéressante. Et on pourrait montrer que le niveau de connaissance qu'ont les architectes de la ville est encore, on pourrait dire, 1/1000e. Les théories sont à 1/1000e de ce qu'il y aurait à découvrir dans les phénomènes de prise de sens que l'on trouve dans la ville. Je crois que, par exemple, le moderne, l'architecture nouvelle a toujours existé, aussi bien au Moyen-Âge qu'à la Renaissance ou de nos jours. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai du mal un petit peu à dire ce qu'est une architecture nouvelle. À l'origine, je pense qu'on veut un petit peu tous bouleverser le monde, on veut faire une architecture révolutionnaire et faire table rase de tout le passé, mais à partir du moment où on vient au monde et où on entre dans une école d'architecture ou même dans la ville, on est sans cesse lié au passé. On a cette culture visuelle qui est
on est imprégné de cela, on ne peut pas faire autrement, on est forcé de tenir compte du passé, on n'en peut rien, même inconsciemment, on utilise le passé. Ah bien sûr, parce que le passé, ce n'est rien d'autre que la chose qui illumine le présent. Si vous n'avez pas le passé, il n'y a pas le présent. Le présent doit être illuminé par le passé. Bon là, il faudrait quand même intervenir sérieusement. Mais on conçoit mal qu'ici on arrive tout de suite sur les derniers rangs, qu'il n'y ait pas une travée de libre. C'est-à-dire qu'à la limite, on conçoit mal quand on entre dans la cathédrale, qu'on tombe tout de suite en ouvrant la porte sur le premier rang de banc à l'arrière. Il faut un peu d'espace, quoi. Il faut. Enfin, quelquefois, je trouve que l'architecture actuelle ne respecte pas trop l'environnement. Enfin, l'environnement, oui. On installe un édifice avec une architecture contemporaine dans un endroit où l'architecture est, je sais pas, du 19e ou des choses comme ça, et je trouve qu'on fait pas assez attention à la correspondance, Évidemment, le plus grand compliment qu'on puisse faire à une architecture, selon moi, contemporaine qui rentre dans un lieu tout petit peu constitué, c'est tout simplement qu'on ne la remarque pas. Mais ça, c'est le plus grand compliment, ça va de soi. C'est-à-dire qu'on remarque à 2 temps ou à 3 temps. Un principe de structure de l'ensemble du bâtiment. Et pour celui-là, parce que c'est ça. Le projet, il est là. Hein. C'est que, idéalement, une chose comme ça, avec ça, une chose. Ça. Le site, on ne s'intègre pas, on le fait. Et là, on comprend. La bonne architecture, elle épouse automatiquement le site. C'est un faux problème. Il n'y a pas le site qui dicte une certaine architecture, un certain style. Non. Les styles changent, la société évolue, le paysage reste toujours le même. Il faut simplement le créer, il faut le faire. Il n'existe pas de forme, pour ainsi dire, naturelle. La forme est le résultat de l'application d'un principe et d'une règle. La forme, c'est la raison. Alors, ce qui était particulier à ce projet, c'est qu'il s'agissait, et ça aussi c'est une idée qui nous tient à cœur, c'est qu'il s'agissait de réinscrire un projet à l'intérieur d'un édifice existant, d'un patrimoine, et il fallait aussi faire un lieu de conservation d'une culture sur le plan littéraire, mais aussi de donner à lire l'existence d'un antérieur, d'un déjà là à l'architecture. Et ce bâtiment préexistant, qui est un immeuble du 19e siècle, qui était plutôt à destination industrielle, cette réinscription à l'intérieur d'une architecture déjà présente, c'était une manière de réinscrire le lieu, de le réécrire. Et de là découle aussi cette idée que chaque intervention que l'on fait doit à la fois être différente, se démarquer de l'édifice d'origine, être lisible et en même temps jouer en harmonie avec lui. Soit par contraste, soit au contraire par fusion complète. Là, on a joué de manière évidente au niveau de la cour le contraste, mais aussi avec une petite référence à un édifice qui était là antérieurement, qui était une passerelle de métal et une grande serre qui venait la couvrir avant, qui était un ouvrage purement, je dirais, fonctionnel. Et on a gardé l'idée de transparence et de métal qui permet de donner beaucoup de force au mouvement à l'intérieur de l'édifice, notamment aux escaliers, aux ascenseurs aussi qu'on a voulu ouverts, et de telle sorte que chaque mouvement, chaque déplacement à l'intérieur de l'édifice soit magnifié, parce que c'est un point important
d'une manière de vivre les lignes. Et puis il faut dire que l'architecture, elle est rare, même dans un pays très... il y a beaucoup d'édilizia, il y a beaucoup de constructeurs qui font les villes. Les villes ne sont pas faites par de belles maisons. Venise n'est pas faite par des palais, elle est faite de milliers et milliers de vilaines maisons. Et puis avec quelques grands palais qui sont faits par des grands architectes ou des inconnus. Alors, moi, il ne faut pas mépriser les constructeurs. Les constructeurs, c'est ceux qui font nos villes. Mais les architectes qui ont la responsabilité du côté, disons, culturel, doivent s'occuper de faire les monuments, de faire les choses importantes, ou de faire des choses aussi qui ne sont pas des monuments, mais qui sont des choses qui peuvent servir comme exemple pour les autres. Et ils doivent s'occuper aussi de dessiner les villes et les vides qui sont dans les villes. On construit du vide. On construit des contenants. C'est-à-dire, en fait, je veux dire... On construit des contenants, et ce qui nous intéresse, c'est le passage d'un contenant à un autre. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est le déplacement, c'est la notion de franchissement. Voilà. L'école de Desvillers, au lieu d'avoir par exemple une façade, je veux dire, au lieu d'avoir une façade, cette façade, elle est décomposée en 6 ou 7 façades, en 6 ou 7 couches, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les poteaux, et dans les poteaux la menuiserie, je veux dire, les poteaux sont devant, la menuiserie après, les murs après, je veux dire, entre la rue et... Je veux dire, la rue, c'est déjà... la bordure de trottoir, c'est déjà le début de la façade, quoi. Et à la fin... D'ailleurs, il y a un espace intermédiaire, je ne sais pas si vous avez regardé, mais le grillage, il n'est pas dans le prolongement du muret. Oui, il y a le muret, la tente parent, ensuite le grillage, le jardin, le petit escalier, l'auvent. L'auvent, en toiture, il passe de la pergola à l'auvent transparent, translucide. Le banc, ambiguïté du banc, c'est-à-dire dans sa lecture, banc extérieur, banc intérieur, et ensuite les classes, et puis ensuite le mur au fond. Donc il y avait tout un travail comme ça de profondeur. C'est surtout les enfants qui sont marrants par rapport au bâtiment, en fait. C'est surtout eux qui les vivent pleinement, qui vont dans tous les recoins, qui vont par rapport aux adultes qui se déplacent et qui prennent le chemin habituel. Mais c'est surtout les enfants qui s'amusent avec tous les escaliers, qui sont dans une place, ou tout ça, quoi. Mais ce serait peut-être ça le regard sur la vie, quoi, en fait. Moi, je vois pas trop l'œuvre d'un architecte. Bon, c'est sûr, il y a les grands architectes qui font des œuvres aussi. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui doit être au service des autres, ouais, qui doit leur faire des choses qui puissent être utiles, qui puissent leur servir. Ouais, je vois vraiment pas autre chose, quoi, en fait. C'est la réalité, bon, c'est de faire des maisons pour des gens, c'est de faire des bâtiments pour des gens, c'est faire des lieux où les gens puissent vivre, ne pas seulement regarder les choses, quoi. Des lieux où on puisse marcher, où il n'y a pas des grandes marches, qu'on ne peut pas marcher, enfin, je sais pas, des choses, que ça soit réaliste, quoi, que ça s'approche de la réalité, pratique, tout ça.
Souvent, certaines architectures sont intéressantes parce qu'elles ont des qualités d'usage qui sont peut-être pas des a priori de l'architecte, mais une réflexion de l'architecte sur la vie des gens, et qu'après il les réinterprète. C'est peut-être en ça que l'architecture est positive. Tous ces dessins. Oui, il y a ça, dessin. T'es repartie, c'est toujours très élégante de faire la courte. Mais on a l'impression qu'on est au bord de la mer quand même. Oui, oui. Ça, je trouve que là, c'est très... On sent beaucoup plus juste là que, si tu veux, ici en façade. Alors je pense aussi que ça vient de ton... Notre sujet, c'est là où on est plusieurs fois, c'est-à-dire on y vit. C'est-à-dire on y est tous les jours, probablement tous les jours, peut-être périodiquement pour les fêtes, par exemple. En vacances, par exemple, on y va régulièrement dans un endroit, ce qui est absolument fondamental. Je suis également, mais ça c'est un problème purement doctrinal d'un architecte, je ne peux pas supporter l'idée qu'on ne retourne pas quelque part. Et évidemment, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne retourne jamais deux fois à un endroit. Mais c'est une question obligatoirement à se poser chaque fois quand on conçoit quelque chose. Quelle est la fréquence de lecture? Quelle est la fréquence d'usage? La lecture, c'est pas seulement la lecture, évidemment visuelle, c'est vraiment l'usage. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est une conversation avec un consommateur. De l'obliger de réfléchir combien de fois il passe par le même endroit et qu'est-ce qui se passe. À Biennale de Paris, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, il y avait un tableau de Titus Carmel, qui est quand même un grand artiste, maintenant mondialement connu, et qui était un tableau très simple. Il a accroché 16 bananes. Il y avait une seule banane qui était vraie, et 15 étaient en plastique. Il y avait des postiches de bananes. Alors, au début, à l'inauguration de l'exposition, tout le monde regardait 16 bananes de Titus Carmel, il ne donnait pas beaucoup d'explications, mais troisième jour, tout le monde a compris. Troisième jour, la vraie banane s'est manifestée. Bon, cinquième jour, elle coulait déjà minablement, et le problème était posé. Tout problème de la modernité était posé par ces tableaux-là. Mais d'être sensible à ces problèmes-là, c'est-à-dire d'avoir ce type d'expérience presque de laboratoire, parce que c'est vraiment du laboratoire sur le temps, et sur l'éphémère, et sur durable, et sur naturel, et sur la puissance factice du plastique, parce que du coup, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe, c'est plastique qui tient bien pendant la durée de biennale, tandis que la banane vraie naturelle, elle est cuite. Donc tous ces problèmes-là, c'est-à-dire la matière, et de faire voir le temps dans un espace, c'est un problème fondamental, mais fondamental. D'une part, on voudrait toujours qu'un édifice soit immaculé. C'est le rêve d'une perfection qui n'est pas la vraie perfection, qui est un mythe de perfection. Je pense qu'au contraire, l'usage, l'usure, les marques que l'on imprime au bâtiment, je ne parle pas des dégradations volontaires, mais je parle de celles qui sont anonymes, anodines. C'est quelque chose qui est assez important. Et il y a quelque temps, on trouvait que la patine d'une pierre, que le vieillissement d'un enduit, que quelques craquelures et quelques éléments d'inscription du temps étaient plutôt des qualités à une architecture. Je suis près de cette idée-là. Mais je suis contre l'idée que, sous prétexte que c'est un édifice public ou un équipement public, on doit fatalement anticiper la dégradation et faire des choses qui sont indestructibles et finalement donner une architecture carcérale et inhumaine. Je préfère qu'elle soit légèrement fragile, mais que l'on vibre à l'intérieur. Parce que cette fragilité-là, elle exprime aussi quelque chose d'important dans l'être humain.
L'architecture apparaît au moment où la fonction n'est plus là. Il y a une nécessité de l'inutile. Que c'est aussi une fonction. Si c'est nécessaire, ça veut dire que c'est fonctionnel. Mais c'est une nécessité, la nécessité de l'inutile, c'est au plus haut degré de l'intelligence humaine. Notre cerveau est un instrument très peu, comment est-ce qu'on dit, parfait, très imparfait. Les moyens techniques qu'on a à disposition sont très limités. Tandis que la nature qui nous entoure, le multiple, il n'est pas mesurable. Et c'est ce qui fait que moi, j'appelle ça toujours le miracle du faire. Quand on fait, il se passe un miracle qui n'est plus à vous. Et le plaisir de faire, c'est justement de jouir de cette chose que la nature fait avec votre pensée. Je pense que la forme de base, on le choisit d'une façon tout à fait rationnelle, sans émotion. Quand on commence à travailler, on pose des questions, on pose sur le papier des choses qui ne donnent aucune émotion. La dimension, la masse, une forme, un carré, un rectangle. Parce qu'il faut commencer à raisonner sur quelque chose de concret. Il se vérifie à un certain moment qu'on découvre une chose qui tout à coup vous émeut. Et là, on s'accroche. Là, on commence à travailler. On est un peu comme des chiens de chasse. On sent l'odeur du gibier et puis on va dans cette direction. Et puis tout d'un coup, on sent quand on arrive près. Parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a l'instinct. L'instinct se développe. Mais l'instinct, ce n'est rien d'autre que le travail, que la pratique. Par rapport à la circulation, où le rapport de chaque pièce avec chaque circulation est presque traité d'une façon homogène. On n'invente jamais. Non, on réinvente pas. On réinvente pas. On réassemble des connaissances différemment. Parce qu'il y a le site, parce qu'il y a un propriétaire. Je veux dire, dans la hiérarchie des contraintes qu'on a l'habitude de gérer, il y a certaines hiérarchies qui sont différentes. En fait, c'est ça. Je crois que c'est un problème d'assemblage différent. Il y a aussi des recherches autonomes. Des recherches autonomes de notre travail de dessin ou de notre travail de recherche, de conception. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a expérimentées et qui
qui sont petit à petit, qui s'affinent, qui essaient de, je veux dire, une réflexion sur qu'est-ce qu'une toiture aujourd'hui, qu'est-ce qu'une toiture contemporaine, je veux dire. Et après, qui comme ça, sont en attente, et qui réapparaissent pour tel ou tel projet, qui se... Vous ne savez jamais ce que vous voulez, mais vous savez toujours ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est très important. Créer, c'est comme nager. Vous écartez l'eau, ce qui est autour. Vous dites toujours, j'ai 3 possibilités, j'en ai 4, vous les tirez à 2. Quand vous êtes arrivé à 2, vous savez que le moment est venu. Vous dites, une, je l'écarte, et il reste une. Et vous procédez comme ça tout le temps. Selon moi, si on arrive à faire plus, on arrive à limiter le nombre de matériaux que vous employez pour faire une construction, mieux c'est, parce que la lumière n'aime pas changer de matériaux. Quand vous projetez une ombre d'un pilier sur un mur, le pilier il est en pierre, le mur est en pierre, la lumière, elle est plus contente. Et le palais aussi. Et si vous prenez la lumière d'un poteau et vous le lancez sur de la vitre, la lumière n'est pas contente parce qu'elle doit s'adapter. Elle n'est plus contrôlable, elle n'est plus précise. Et pour arriver à n'employer qu'un seul matériau, c'est pratiquement impossible. Arriver à ce niveau-là, c'est pratiquement impossible. Alors si, ça dépend de ce qu'on fait, mais si on arrive à 4, 5, vous êtes déjà très fort. Parce que si vous changez une chose, c'est stupide de garder les autres. Par exemple, je dis, moi je fais tout un bâtiment en pierre, alors je fais le sol en pierre, le plafond en pierre, je n'ai que les fenêtres en verre. Et le reste, c'est tout de la pierre. Et on ne peut pas dire, oh, je suis costaud, parce que je n'ai employé que 2 matériaux. C'est une unité parfaite. C'est stupide. Parce que vous créez un rapport direct entre pierre et verre, qui peut-être ne va pas du tout. Il faut passer à travers un autre moyen pour arriver encore. Donc, quand vous bougez quelque chose de la règle, du jeu, vous bougez tout. C'est très subtil, c'est très complexe. Ah oui, dans les formes, c'est toujours des choix, c'est tout le temps ça. Alors des fois, on s'aiguille mal, et puis on continue, et puis 50 dessins plus loin, on se dit « Ah non, ça peut pas aller, il faut peut-être que je retourne. » Et hop, on recommence. Il faut avoir des idées directrices, des idées fortes au départ, qu'on lâche pas. Et puis sinon, le reste, il faut essayer, je crois. Je crois. Et l'architecture, en fait, ça n'existe pas, quoi. C'est pas palpable. Donc, si on prend une école de choses pas palpables comme ça devient un petit peu difficile aussi, quoi. Oui, mais pour l'instant, moi, je crois que j'ai pas assez vécu pour dire, moi, je descends de cette école-là ou de celle-ci ou de celle-ci. J'ai pas assez travaillé, assez vu de choses et tout. Mais c'est pas parce qu'on aura construit un espace où les gens vont vivre, parce qu'il y aura effectivement un bâtiment, que ça sera de l'architecture. Là, je pense que, bon, au bout d'un moment, à force de travailler, de chercher, de lire, d'étudier, quoi, on finit par trouver sa voie.
Oui, mais d'accord, mais avant ça, tu vas chercher, quoi. Tu cherches, mais et puis, il y a la recherche tranquille ou la recherche angoissée. Oui, peut-être. Le travail, le projet, c'est de fixer la règle. Quand vous avez fixé la règle, c'est fini. Le projet est fini. La règle, elle est faite quand le projet est fait. La règle vous permet de poser des questions. Et quand vous vous êtes posé les questions, c'est fait. Le problème est résolu. C'est de poser la question qui est difficile. Pas de donner une réponse. Donner une réponse, tout le monde est capable. Et en fait, tout le jeu, tout l'intérêt est de trouver... c'est pas de trouver la solution, c'est de trouver tout le cheminement qui va permettre de voir les problèmes. Bien sûr, c'est de trouver des problèmes. C'est de créer des problèmes. Alors, quand vous trouvez une difficulté, il ne faut jamais la lâcher, ça c'est la nourriture. Quand vous avez une petite difficulté, c'est une lumière, là on s'accroche. Mais si vous trouvez une grande difficulté, alors là c'est le soleil. Ça là, vous avez trouvé un trésor. Mais il faut que ce soit des difficultés. Et la difficulté, elle est créée par la règle. Mais la règle, elle est très rationnelle. C'est pas quelque chose que vous sentez. Elle devient toujours plus claire. Puis vous pouvez la changer pendant que vous travaillez. Puis il n'y en a pas qu'une. Vous fixez 2, 3. Vous commencez par fixer des règles que vous prenez, par exemple, d'un autre travail que vous avez fait. Parce que ça, c'est encore une autre chose. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez ce que vous avez fait avant. Je pense qu'on fait toujours le même projet. On fait toujours une seule construction. Mais on la regarde de notre point de vue. C'est les situations qui changent, mais pas le projet. Le projet est toujours le même. Moi, je tâche de ne faire qu'un seul projet. Des fois, on n'arrive pas. Quand on est jeune, surtout, on fait plusieurs choses. On veut tout voir, on veut tout essayer. Mais maintenant que j'ai 60 ans, mes projets sont devenus très semblables, même à l'œil de quelqu'un qui n'est pas exercé. Pas semblable, mais on voit, on voit qu'il y a une ligne, un fil rouge qui est plus fort. Mais en effet, on le fait toujours. Je le découvre que même quand j'étais jeune, je faisais exactement la même chose que je suis en train de faire maintenant, mais je le découvre maintenant. Mais je le faisais sans savoir. Je le faisais par ignorance. Je vois le monde de l'art comme un ciel plein d'étoiles brillantes et moins brillantes, plus proches, plus lointaines, plus mystérieuses, avec un fond, un background très grand. Et chaque fois qu'un nouveau chef-d'œuvre apparaît au monde, mais un chef-d'œuvre, pas une petite chose, quelque chose de vraiment fort. Il se produit que tout le firmament des chefs-d'œuvre se met à bouger. C'est comme si vous lancez une boule dans un jeu de boules, ça change complètement tout le jeu. Il remet en discussion tous les autres chefs-d'œuvre qui ont été faits avant lui. Alors il y a de ceux qui deviennent moins lumineux, et il y en a d'autres qui viennent devant, qui se déplacent dans l'espace.
C'est comme ça que j'aime penser le monde des choses bien faites. Pour faire en sorte qu'une chose soit belle, donc indescriptible, qu'on ne peut pas dire, ineffable, hein, dont on ne peut pas parler, parce qu'il est totalement irrationnel, il faut une rationalité totale. C'est comme ça. C'est la vie.